Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Bonjour à toutes aussi, on ne va pas oublier les dames. Ça y est, il est 11 heures passé de quelques minutes. L'émission numéro 20 de Confine Live, on a voulu réunir trois pilotes qui nous arrivent du circuit et donc un petit thème rallye-circuit. Voilà, on va avoir le temps tout au long de cette petite demi-heure, trois quarts d'heure d'évoquer évidemment les deux disciplines. Donc le confinement, vous l'avez compris, il est prolongé jusqu'au 11 mai. Alors nous, on vous garantit des émissions pratiquement jusqu'au 10. Ça aussi, c'est la bonne nouvelle du jour. Mon invité, le co-animateur, c'est Manuno d'Échappement. Manu, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Eric, bonjour Nico, bonjour Pierre, bonjour Stéphane. Tout se passe bien? Voilà, à toi de présenter écoute, les trois invités, je te laisse faire. Alors, donc, on va commencer avec Stéphane Sarrazin. Salut. Comme tu disais, on a trois pilotes qui ont la particularité de faire et du rallye et du circuit. On va commencer par le pilote le plus éclectique de la bande, s'il en est, c'est Stéphane Sarrazin. Karting, monoplace, sport proto, Formula I, F1, pilote officiel chez Subaru en WRC, pilote officiel Toyota en 24 heures du Mans. Enfin voilà, c'est vraiment le pilote éclectique par excellence. Stéphane, comment vas-tu? Bonjour messieurs. Nous, ça va pas mal. On a de la chance d'être à la maison. On a un petit peu de place pour s'occuper. Et j'ai quelques gars qui bossent au team aussi. Donc, ça permet d'avoir une petite activité. Donc, on reste positif et on attend que ça passe. Ouais, le moral est bon, Steph. Évidemment, toi, tu as une multi-activité. On est passé en fait d'une forme d'hyperactivité à plus rien pratiquement. Ouais, c'est ce qui est difficile pour tout le monde, mais il faut accepter. On a la chance d'être en bonne santé. On voit les soignants qui donnent tous le maximum dans les hôpitaux et partout ailleurs. Donc, on reste vraiment positif. Dès que ça ne va pas, le moral, on essaie de penser à ça et aux gens qui sont malades, malheureusement, aux familles. Donc, du coup, voilà, on est en pleine forme. On a hâte que ça reprenne, mais on essaie d'être patient. Ok. Au niveau familial, bon, j'imagine que tu as un peu plus de temps aussi consacré à ta femme et aux trois garçons. Je me souviens d'un jour où tu m'as dit les trois garçons, c'est plus facile de faire les 24 heures du Mans que de garder les trois garçons. Tu confirmes là maintenant? Oui, je peux confirmer, ouais. En fait, moi j'ai la chance de rester avec eux donc en permanence, c'est une bonne chose parce que je suis souvent en déplacement, comme beaucoup de pilotes. En général, c'est 200-250 jours à l'extérieur. Donc là, se retrouver tous ensemble tous les jours, ça change complètement la donne. Mais c'est vrai que trois, ça a tendance à bouger. Les miens ont pas mal de caractère, donc ça nous occupe bien toute la journée. Ok, super. Manu, je te laisse enchaîner. On accueille également aujourd'hui Pierre Rack. Pierre Rack, c'est le pistard par excellence, devenu l'une des références aujourd'hui dans le monde du endurance. Et il y a 5-6 ans, Pierre a succombé au charme du rallye en participant ponctuellement à des rallyes de la Coupe de France ou de Championnat de France. Pierre, comment ça se passe pour toi à ce moment? Bonjour à tous. Salut Pierre. Ouais, pardon, je vous avais perdu. Bonjour à tous. Eh ben, écoutez, pour nous, ça se passe bien. On a déjà tous la santé dans notre entourage, donc forcément, on est voilà, dans cette période, on est tous. Donc tout va bien. Après, c'est un peu plus compliqué parce que pour moi, avec ma sœur, on est en train de reprendre l'entreprise familiale de mes parents, donc. On est dans le commerce détaché de la pièce automobile, donc on a réouvert après avoir fermé quelques jours. On a réouvert avec un service minimum nos différents points de vente. Donc voilà, c'est un peu compliqué de gérer aujourd'hui ce passage, ce confinement, mais bon, il faut faire avec et on essaye que tout se passe le mieux possible. Et à la maison, pareil, hein, tu as une petite fille de 3 ans, donc toi, j'imagine qu'en ce moment, tu mets les cubes dans les ronds, les triangles dans les carrés. Ouais, c'est ça. Ouais. On est vraiment là-dessus. Voilà, c'est sûr que bon, je faisais moins de jours de déplacement que Stéphane, mais avec le travail, le déplacement pour le travail plus les courses, je suis beaucoup plus à la maison et pour une grande période parce qu'avec toutes les annulations, je vais encore y être un moment. Et donc c'est sûr qu'en ce moment, on découvre, on attaque le coloriage, on attaque les cubes, les carrés, les triangles, on attaque plein de choses et de temps en temps, vivement que la crèche réouvre. Ah ouais, donc toi, tu es pour la réouverture ou en tout cas le déconfinement à partir du 11 mai. Hein. Oui. Après, je sais pas quelle période ça sera, mais bon, enfin, en tout cas, ce qui est chouette, c'est qu'on partage de beaux moments. En tout cas, on partage de beaux moments en famille et ça, c'est cool. Donc, voilà, il faut essayer de profiter des moments. Pour l'instant, des moments
voilà, que l'on vit. On est tous en forme et voilà, le reste, il faut être patient. Ça devient secondaire. OK. Alors, Manu, à toi. Écoute, on accueille également donc Nicolas Siamin, le plus jeune pilote de la bande. Donc Nico, c'est pareil, à l'image de ses deux copains, formé à l'école du circuit. Et très vite, Nico a dérivé vers le rallye. C'était quelque chose qu'il attendait depuis longtemps. Et notamment, cette année, il roule en championnat du monde des rallyes WRC3, classé 3R5 de DG Sport. Nico, comment vas-tu ? Déjà, bonjour à tous et à tous ceux qui nous regardent. Écoute, ça va très bien. Je suis chez moi. J'ai la chance, comme Stéphane le disait tout à l'heure, on a la chance d'avoir une maison avec un jardin. Donc, je pense que déjà, c'est beaucoup plus facile à vivre que ceux qui sont dans des appartements. Donc, déjà, ça, c'est déjà pas mal. Comment tu vis ton confinement, justement ? J'essaie de m'occuper. Je fais beaucoup de simulateurs. Alors, au final, j'en fais pas plus que d'habitude parce que j'en fais déjà souvent. Je fais pas mal de sport. J'ai un petit peu de quoi faire chez moi. Et puis, j'essaie de faire des choses que je fais pas d'habitude. Je fais un peu de jardin, un peu de cuisine, je lis un peu. Voilà, on essaie de s'occuper, quoi. Ok, est-ce que tu as quelques nouvelles sur... on sait que tout est à peu près à l'arrêt, mais par rapport à ton programme, donc qui devait normalement comprendre Portugal, Sardaigne, Finlande, est-ce qu'aujourd'hui tu as déjà 2-3 infos, ça va se poursuivre ou est-ce que tout est remis en cause un peu ? Le problème, c'est qu'on ne sait déjà pas quand ça va reprendre. Donc, pour l'instant, voilà, c'est en discussion avec le team, avec Citroën et puis mes partenaires. Oui, le but, évidemment, c'est de continuer à rouler, mais on ne sait pas comment ça va se passer. Donc, évidemment, on espère faire le maximum d'épreuves cette année. Mais bon, voilà, je ne sais pas. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. D'accord. Allez, je vais laisser Manu aborder notre premier thème. Alors, vous arrivez tous les trois du circuit, je l'ai dit déjà. On a trouvé un lien majeur, c'est les 24 heures du Mans. Mais on voudrait d'abord justement parler un petit peu de vos programmes. Alors, 2020, je laisse à Manu le soin de développer. Oui, donc je voulais voir, Pierre, toi tu es engagé cette année en WEC, en LMP2 avec Alpine, il me semble. Comment ça se passe pour toi cette saison justement et comment tu vois l'avenir finalement en WEC pour 2020-2021 justement ? Ça se passe, ça avait très bien débuté. Donc voilà, il faut savoir que la saison pour nous, elle a débuté en septembre 2019 et devait se finir donc en juin 2020 au 24 heures du Mans. Donc on avait bien débuté par une bonne place à Silverstone avec une seconde place. Et puis voilà, ensuite on a vécu un passage difficile sur les courses, ce qu'on appelle oversea. Mais bon, on est bien revenu dans le match en début d'année 2020. Voilà, après une grosse pause, pendant cette coupure pendant l'hiver, on est revenu vraiment dans le match à Austin. Bon, malheureusement, on casse un disque de frein, donc on s'arrête et sur une course de 6 heures, dès qu'on rentre la voiture dans le stand, c'est fini. Mais voilà, on est revenu avec un niveau de performance plus qu'intéressant et ça nous permet de, voilà, ça nous a donné, j'ai envie de dire, un élan de motivation pour finir la saison. Après, voilà, on est aujourd'hui sur une saison maintenant qui va se finir au mois de novembre, donc je pense que c'est la plus longue saison forcément de ma carrière, mais comme beaucoup, on est en train de vivre. Mais forcément, je pense qu'on a tous envie de bien faire. Après, voilà, les 24 heures du Mans sur l'Alpine, je pense que c'est un chouette moment à vivre. J'ai déjà vécu 2 fois avec une 4e place au général. Donc, ça reste un super souvenir qui frappe au carreau. Mais voilà, forcément. Mais forcément, ça reste vraiment quelque chose qu'on a envie de bien faire. On a tous, ce confinement nous motive. On essaie de tous se motiver encore plus. Et j'espère qu'on va repartir sur la même dynamique sur laquelle on était à Austin, en tout cas. Justement, en parlant des 24 heures du Mans, les 24 heures du Mans en juin, on les connaît. Les 24 heures du Mans en septembre, ça va être une nouveauté. Est-ce que ça change quelque chose dans l'approche de la course, d'avoir finalement plus de nuits que prévu, notamment ? Alors oui, certainement. Déjà, en tout cas au niveau des choix des pneumatiques, parce que voilà, on sait que pendant la nuit, on passe avec des pneus plus tendres. Donc là, toute la stratégie un peu va évoluer autour de ça. Forcément, on aura une partie de nuit beaucoup plus importante qu'au mois de juin. C'est sûr que ça va être des facteurs. Ça va toujours être des facteurs qui vont compliquer la course un peu plus. Ensuite, ça fait partie de la course et
Et c'est vrai que dans la nuit, il y a toujours un peu plus d'accidents parce que la vision est très différente. Alors même si aujourd'hui nos voitures éclairent très très bien, mais c'est toujours plus différent. Les gentleman drivers font forcément aussi plus d'erreurs, donc il faut l'appréhender. Mais bon. Je pense que ça va, ça sera, c'est sûr, une édition particulière, mais bon, ça peut forcément rappeler pour les plus anciens. Alors, moi, je l'ai pas connu, mais pour 68, où les 24 heures, c'était déjà couru en septembre. Donc, c'est D'accord. Retour. Ok, merci Pierre. Stéphane, toi, on sait que tu es maintenant team manager aussi de Sarrazin Motorsport. Comment se dessinait ce profil, ton programme 2020 en tant que pilote cette fois-ci? Alors, en fait, pour le moment, tu parles pour moi perso, hein? Oui, en tant que pilote, voilà, tout à fait. Ouais. En fait, je bosse pour Nissan en Formula I. J'aide les pilotes à préparer les meetings. Donc, avant chaque course, je passe 2 voire 3 jours dans le simulateur au Mans et on fait toute la stratégie de course pour que quand les pilotes arrivent, tout soit prêt, tout soit réglé, pré-réglé et que l'on gagne du temps sur le week-end. Parce que les week-ends de Formula I, c'est sur une journée la course, voire 2 jours, quand il y a un double week-end. Et du coup, moi, je bosse avec les ingés là-dessus. Donc, toute l'équipe est là, comme sur un week-end de course, en fait. Et on fait de la qualif, on fait de la course. Donc, une bonne partie de mon temps, c'est pour Nissan avec la Formula I. Ensuite, quelques rallyes peut-être au programme, mais vu la situation, je ne sais pas encore. Ce sera priorité à mes pilotes dans le team. Mais je vais quand même essayer d'en faire 2 ou 3, on va voir. Ensuite, c'est tout pour le moment. LMP2 peut-être aux 24 heures du Mans. J'ai quelques contacts intéressants, mais si j'y reviens, c'est pour le faire correctement. Puisqu'en 2019, j'étais chez SMP, après avoir quitté Toyota. SMP a décidé de se retirer à l'issue des 24 heures 2019, et en fait 3e, et en fait le podium, ils ont décidé d'arrêter, malheureusement. Donc au niveau LMP1 en 24 heures, en ce moment, c'est un petit peu difficile, il n'y a que Toyota. Et du coup, j'ai quelques contacts en P2, donc si j'ai une bonne possibilité de faire du bon boulot dans une bonne équipe sérieuse et m'éclater au volant, c'est ce que je cherche vraiment. Mais je roulerai aux 24 heures. Mais ce sera que dans des conditions, on va dire, adéquates pour le faire bien. C'est vrai qu'avec 18 participations 24 heures du Mans, tu as cette chance d'être sollicité régulièrement ou finalement c'est différent? En ce moment, c'est un peu particulier parce que le WEC est dans une situation, on va dire, plutôt difficile avec toute la perte des usines LMP1. En LMP2, ça s'est vidé aussi. Je pense que c'est une question de cycle. Un coup, c'est le rallye qui est en haut, un coup, c'est le WEC, après, c'est la F1, le DTM, bien que la F1 reste quand même au sommet en permanence. Maintenant, il y a la Formula I, il y a les championnats GT, Blancpain. Donc en ce moment, je dirais que c'est difficile, mais ça va repartir, c'est certain. Il y a quand même quelques possibilités en P2, donc voilà, si j'ai une belle opportunité, j'irai me battre contre Pierre. Ah, le match peut être sympa, Pierre. Avec plaisir, c'est une super nouvelle en tout cas que Stéphane, avec le talent et le nombre de participations qu'il a puisse revenir rejoindre les rangs du P2. C'est sûr qu'il y a une super bagarre. On l'a vu l'année dernière où j'avais comme coéquipier Romain Dumas. C'est top que des pilotes de ce calibre-là, comme Stéphane, puissent rejoindre le P2 et c'en est que mieux en fait pour la catégorie qui est vraiment aujourd'hui très très intéressante où il y a vraiment une grosse bagarre. Alors certes, on est tous presque sur un châssis Oreca parce qu'il faut savoir que l'Alpine c'est une Oreca. Et bon, alors ça reste presque du monotype. Enfin, c'est du monotype à part les pneus qui sont différents. Mais bon, c'est très très chouette et très content j'espère que Stéphane, ça ira au bout ton projet que tu puisses nous rejoindre. Merci Pierre. Nico, j'enchaîne. Alors, toi aussi, bon, on l'a dit, tu arrives du circuit, une grosse période rallye, mais j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, tu es en train de remettre un demi-pied sur les circuits. Je crois savoir que tu as fait quelques tests avec Ligier, notamment, et tu dois ouvrir les 24 heures du Mans. C'est toujours d'actualité, ça, Nico? Finalement, au final, non, ça s'est pas fait pour faire la course de road tout le Mans à l'MP3.
on va, enfin l'objectif, en tout cas maintenant, on sait pas encore une fois, on sait pas ce qui s'est passé, mais l'objectif c'était d'essayer de faire 1 ou 2 courses peut-être en Ultimate Cup mais en revanche, sinon, j'avais prévu de faire au moins la moitié du championnat selon mes disponibilités en Ligier JS Cup, donc un championnat d'un niveau un peu moins élevé, mais c'est quand même sympa avec le team avec lequel j'ai commencé en sport auto, c'est-à-dire No Limit Racing. Donc oui, j'essaye de refaire un peu de circuit parce que je trouve que c'est quand même assez utile pour le rallye. Je sais pas si Pierre et Stéphane pensent la même chose, mais moi je trouve qu'en tout cas c'est assez utile et puis ça me plaît beaucoup. Donc voilà, c'est pour faire un complément, on va dire, parce que cette année j'avais moins de rallyes prévus en nombre de rallyes, donc ouais, j'essaye de faire du circuit. Ouais. J'essaye de faire du circuit le plus possible. Les 2 garçons que tu as, ils t'ont fait rêver à un moment ou à un autre. On le rappelle, tu as 22 ans. Pierre en a une bonne dizaine de plus. Steph, encore 10 de plus. Désolé les gars, je vous mets un peu le moral. Mais Nico, ils t'ont fait rêver un peu les 2 à gauche là? Bah oui, quand même, parce que c'est vrai que moi en plus, quand j'ai commencé en circuit, je voulais déjà faire du rallye, mais j'ai failli rester en circuit. Et moi, le but c'était de faire de l'endurance, donc évidemment que voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et c'est vrai que ça m'a toujours plus attiré que la F1 par exemple. Ok, ben merci beaucoup. Alors, on a trouvé un autre lien qui vous unit un petit peu. C'est le pôle mécanique d'Alès. Alors, bon, Stéphane, toi, on sait que tu es presque né dedans. En tout cas, tu y es tous les jours. Tes enfants y sont. Enfin, c'est un peu ta salle de jeu. Hein. Pierre, on sait que désormais, avec les Duquesne et tout ça, tu viens y faire régulièrement quelques tours aussi. Alors, Stéphane, à toi l'honneur de nous parler un petit peu de pôle mécanique. Alors, il doit être probablement à l'arrêt complet, là, en ce moment. Même si des fois, alors moi j'habite pas très loin, ça vous le savez, enfin tu le sais en tout cas, j'entends de temps en temps tourner une voiture. Alors est-ce que c'est toi qui en sors une là, une fois de temps en temps? Ouais, c'est vrai que le pôle, c'est un superbe outil pour nous. Alors, pour les pilotes, il y a le kart, il y a le circuit vitesse, il y a la piste rallye. Donc nous, pour le team, dès que je dois faire un check-down ou une petite séance d'essai, on essaie de rouler sur la base rallye qui est très particulière, mais techniquement qui est intéressante pour nous. Donc on y roule. Après, je roule bien sûr régulièrement sur la piste de kart pour travailler le physique et travailler le pilotage. Ouais. Parce que pour moi, un pilote, ça doit rouler un maximum. Si on veut rester affûté, il faut vraiment faire des kilomètres, quels qu'ils soient. Donc dès que je peux, je roule. Et tout à l'heure, tu parlais du rallye et du circuit, mais les deux apportent en fait. L'un apporte à l'autre. Donc dès qu'on est au volant, c'est pratique. Et le pôle, c'est un super outil, même pour le team. On est basé ici. Donc on a pour le sport auto. C'est-à-dire qu'on a des plasturgistes, on a des gars qui travaillent la soudure. On a des spécialistes dans chaque domaine, ce qui fait que c'est top, c'est une belle opportunité d'avoir fait le team ici et on peut rouler sur différentes surfaces aussi. Donc il y a la terre qui est pas loin aussi à Monteil, chez Drive Control. Et on a de la chance. On a en plus c'est complet. Pas dans le J'imagine que toi, même pour tes clients du Sarrazin Motorsport, tu peux très rapidement organiser une petite séance comme ça, à gauche, à droite. J'imagine que c'est là aussi un côté pratique. Ouais, c'est clair. J'aime bien faire chaque séance d'essai représentative au rallye. Donc, si on roule sur un rallye des Vosges, par exemple, on va essayer de tester dans les Vosges. On a de belles bases en Ardèche et on a de belles bases aussi dans les Cévennes, qui représentent une bonne partie des rallyes français. Ce qui fait qu'on teste souvent, on va dire, à 2 heures d'ici, pour vraiment être le plus proche de la réalité, en tout cas de ce que nos pilotes vont avoir à affronter comme spécial. Ok, on aura l'occasion de parler de Sarrazin Motorsport un peu plus tard. Donc Pierre, toi, tu viens assez régulièrement du côté de ce pôle mécanique. Parle-nous un petit peu Alors le trajet doit être très long, hein, de Caen jusqu'à Alès. Tu ne dois pas forcément apprécier ce côté-là, mais voilà, dis-nous-en un petit peu plus. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de venir quelques fois suite à, en fait, en 2018 et 2019, lorsque je roulais chez Duquesne Engineering, où leur base est maintenant sur le pôle. J'ai roulé que très peu sur le circuit, vraiment une fois pour un mini shakedown, parce que voilà, avec un proto, c'est pas évident. La piste n'est pas forcément adaptée, mais en tout cas, bon, c'est quelque chose qui est vraiment très appréciable pour les teams. Alors c'est sûr que de Caen pour se rendre à Alès, c'est pas la meilleure des choses, c'est pas le plus facile, hein, mais bon, écoutez, on y arrive. Après,
passer du temps sur la route, c'est pas quelque chose qui me dérange forcément. Donc, ça reste des souvenirs, on va dire. Et le bon Normand confirme que quand tu viens à l'Est, il fait toujours beau. Tu viens y chercher les rayons de soleil nécessaires. Eh bien, malheureusement, non. Malheureusement, non. Je suis venu. Alors, il paraît qu'à chaque fois que. Voilà, quand j'y suis venu, alors oui, il a fait beau, mais il a aussi plu énormément, soit disant que c'était les seules fois de l'année. Comme souvent, quand les Normands descendent dans le sud et qu'il pleut, c'est souvent de notre faute, il paraît. Les fameux épisodes Sevenol, hein. Donc en fait, tu y as goûté un petit peu. Nico, toi, tu as eu l'occasion, alors je sais que tu as eu l'occasion évidemment de venir sur le pôle, puisque tu roulais avec Stéphane Sarrazin et le Sarrazin Motorsport, mais tu as eu l'occasion de tester une ou deux pistes, ou peut-être la piste rallye, tout simplement. Eh bien oui, je suis venu quelques fois. J'ai roulé, je crois, 2 fois sur la piste rallye. Et c'était encore quand j'étais en circuit, donc j'avais, je sais plus, 16 ans peut-être ou 17 ans. Et j'ai roulé une fois ou deux aussi sur la piste principale, le circuit. Et puis j'ai roulé quelques fois en karting avec le kart à Steph, justement, quand je roulais chez lui. D'accord. Très bien. Manu, tu avais une question par rapport à cet aspect-là? L'aspect, en fait, justement, par rapport aux apports du circuit et du rallye, Stéphane tout à l'heure disait que les deux disciplines étaient complémentaires, mais qu'est-ce que vous apporte le rallye quand vous arrivez en circuit? Allez, le premier Stéphane, alors. En fait, pour moi, le rallye, c'est toujours l'improvisation, en fait, le feeling, rouler beaucoup au feeling, en fait, et s'adapter à chaque changement de grip. Et en circuit, on a souvent des conditions, Pierre vous le confirmera, mais on a souvent des conditions où on est sur le sec, il commence à pleuvoir, à pleuvioter, on ne sait pas ce qu'on va faire avec les choix de pneus. Il ne faut surtout pas se précipiter, parce que ça peut s'arrêter. Donc en fait, je pense que le rallye nous apporte beaucoup à ce niveau-là, au niveau du feeling et la prise de décision. L'improvisation. Ouais, l'improvisation et exploiter aussi une voiture en slick sous la pluie. Ça nous arrive beaucoup en rallye et je pense que ça, c'est un des points forts en fait. Et j'ai toujours été à l'aise dans le changement de conditions et c'est grâce au rallye, je pense. Pierre? Oui, mais pour ma part, je suis forcément totalement d'accord avec Stéphane. Ça m'a beaucoup aidé. Alors bon, en rallye, moi, ma carrière de rallye, elle se limite à 4-5 rallyes par an. Donc forcément, je manque d'expérience en rallye. Mais en tout cas, c'est là où ça m'a le plus aidé. C'est sûr que c'est en circuit et forcément dans des conditions plutôt délicates, sous la pluie ou aussi en termes de choix de pneus, d'essayer de prendre notre temps. Parce que par exemple, au 24 heures du Mans, on sait qu'il peut pleuvoir d'un côté, mais du circuit et pas de l'autre parce que le circuit est très étendu. Donc ça donne un peu de sérénité, j'ai envie de dire, et c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé en circuit. Alors aujourd'hui, le circuit m'aide pas forcément en rallye parce qu'en rallye, je suis encore toujours dans une phase de découverte et je roule pas assez pour à chaque fois en fait je repars avec trop de handicap sur la lecture des notes, la lecture de la route, qui est les différents changements de grip. Aujourd'hui en circuit, les différents grips, on les connaît, on arrive à les lire parce que on y vient. Alors même si les circuits évoluent un petit peu tous les ans, mais ça reste minime. Donc alors que le rallye, la lecture du bitume, pour moi, c'est encore une nouveauté et c'est des choses à appréhender. Donc le circuit m'aide pas beaucoup sur le rallye. Par contre, le rallye m'aide énormément en circuit. Merci Pierre. Nico, toi du coup justement, comment tu fais cette approche de transition rallye-circuit? Moi, je suis complètement d'accord avec Steph. Je trouve que le rallye, ça aide au niveau de l'improvisation sur circuit. Donc j'ai pas vraiment grand-chose à rajouter là-dessus. Par contre, moi, je trouve que le circuit m'a plus apporté pour le rallye que l'inverse. À quel niveau? Surtout au niveau des trajectoires et des freinages. D'accord. Eric? Okay, très bien. On voulait revenir très rapidement sur trois. Vous avez eu un père qui vous a emmené dans cette discipline. Donc, on va pas, vous inquiétez pas, on sort pas les photos ni des dossiers ni des photos de jeunesse. On vous épargne de ça. Mais donc voilà, on voulait parler justement de ce début de carrière en karting. Pierre, toi notamment, alors on revient encore sur les 24 heures du Mans. Tu es vainqueur des 24 heures du Mans karting. Oui, c'est vrai que j'ai commencé l'endurance par le karting, parce que c'était comme Stéphane l'a dit, plus on roule, mieux c'est. Donc j'ai pu faire des relais en endurance, découvrir commencer à gérer de la consommation d'essence et toutes des petites choses parce que forcément gamin habitant à Caen, le Mans était à 2 heures de route, donc
c'était vraiment un peu la course à la maison. Il y avait le team L'Arbre Compétition qui était notre voisin au bureau. Donc, voilà, il y avait des voitures de course qui traînaient un petit peu. Mon père, lui, était un amateur, n'avait pas pu faire ça avec un gros niveau. Donc, voilà, il courait en course de côte, dans les rallyes régionaux. Et donc, voilà, il m'a un petit peu poussé vers le karting. Et aujourd'hui, c'est top de partager ça en famille. Mais c'est sûr que c'est forcément toujours très, très chouette. Steph, toi, de ton côté, René, le papa, bon, il faisait du rallye, ça on le sait. Comment tu as réussi à le convaincre de vite te faire emmener au moins sur un karting au début? En fait, moi j'avais 12 ans et il a fait une vingtaine d'années, on va dire, au niveau national, au niveau régional, mais ouais. Amateur quand même. Et en fait, on a acheté une carte d'occasion à l'époque chez Alpha Karting à côté, à Alès. Hein. Et on a commencé à faire des courses, des petites courses. Et la première course, j'ai une anecdote à ce sujet, mais une des courses importantes, je fais la première manche et je gagne assez facilement. Et j'arrive à la balance au poids, en fait, et il me manquait 25 kilos. On ne savait pas qu'il fallait du lest. Ce qui fait que ce n'est pas si facile que ça. Après, je me suis rendu compte qu'il fallait bosser pour arriver à gagner. Et voilà, on a commencé comme ça. Et puis après, j'ai été rapidement aidé et je suis devenu pilote d'usine Tony Kart en Italie. J'ai été aidé aussi par un préparateur local, Magnan Kart, avec Tony, avec des moteurs Comer officiels d'Italie. Et voilà, c'est parti comme ça en fait. Ok. Tu reproduis un peu le même chemin avec tes garçons. Donc, je sais, hein, les deux plus grands, Pablo notamment, qui est en train de faire sa petite trace et son chemin. Tu reproduis un petit peu ce que tu as connu à tes débuts? Ouais, un petit peu. Ouais, c'est mon père encore qui a mis Pablo au kart, qui a fait goûter le kart. J'ai essayé de le mettre progressivement en fait. J'ai pas voulu le mettre d'entrée à faire 15-20 courses par an. Il a fait 4-5 courses. J'ai voulu voir s'il avait vraiment la passion, s'il aimait ça. Il avait envie. Voilà, l'envie. Et clairement, là, il a l'envie, c'est sûr. Donc là, on fait une vraie saison. L'année dernière, on a attaqué en national par une vraie saison complète. On est en deuxième année, donc cette année qu'il faut qu'il confirme le niveau qu'il peut avoir. Et okay. On l'a mis aussi sur le championnat de la Fédé, sur le championnat junior. Donc il était chez Johan Rossel pendant pas mal d'années, depuis le début. Et là, je l'ai basculé chez Didier André, un ami à moi qui est en Rhône-Alpes, qui a une très bonne expérience. Okay. Et, on lui met tout ce qu'il faut pour bien faire. Donc après, qu'il se fasse plaisir. C'est un sport difficile comme tous les sports, mais l'important c'est qu'il prenne du plaisir et puis s'il peut gagner des titres, ça sera bien. Ok. Nico, toi, c'est pareil. Alors Gilles, on le connaît, hein, on le voit assez régulièrement. Lui, c'est plutôt la moto, hein, mais comment tu es arrivé au karting ou est-ce que c'est lui qui t'a emmené ou c'est toi qui as été demandeur? En fait, moi, le karting, j'en ai finalement très peu fait. J'ai jamais fait aucune compétition et j'en ai fait après avoir commencé à faire de l'automobile. Donc okay. Finalement, je n'avais pas tant fait que ça. Ah oui, mon père, lui, il était trialiste, donc professionnel, donc en moto. Et sa deuxième passion, c'était le rallye. Et quand il a arrêté le trial, il s'est mis à faire des R5 Turbo parce que c'était vraiment la voiture qu'il adorait. Donc il en préparait et il en restaurait. Donc je suis né là-dedans. Et puis il a eu quelques groupes B aussi. Donc voilà, je suis né là-dedans et puis il m'a emmené voir aussi, notamment le Monte Carlo. Et donc voilà, ça m'a toujours plu. C'est vrai que j'ai commencé par la moto, évidemment, mais j'ai toujours aimé l'automobile. Et puis voilà comment je suis venu, quoi. Ok, donc après le karting, évidemment, vous êtes des grands garçons, c'est de la monoplace, c'est plein de choses. Et là, je crois que Manu veut parler notamment de la 208 avec Stéphane. Hein, grosse période de ta carrière, Steph. C'est la 908, Stéphane, je voulais revenir avec toi sur la 908 aux 24 heures du Mans avec Peugeot. À l'époque, tu étais le chasseur de pôle, si je me souviens bien. Quel est finalement le rôle précis du chasseur de pôle à l'époque chez Peugeot Sport au volant de la 908? Oui, j'ai eu la chance de rouler chez Peugeot les 5 années de la 908. Donc une des meilleures périodes, on va dire, de ma carrière où j'ai pris le plus de plaisir au volant et humainement avec toute l'équipe de Peugeot Sport. Et en fait, comment ça se passait? On était tous sur le même pied d'égalité, on va dire. Mm-hmm. Et rapidement, je me suis orienté sur les qualifs grâce au team manager et les choix des ingés. Et la pole, c'est un moment vraiment particulier au Mans, quoi. La qualif, c'est un moment particulier. Donc, on part avec très peu d'essence, juste pour faire 3 tours, les pneus neufs,
Et là, logiquement, on a de quoi faire claquer un très bon chrono. Alors, c'était à chaque fois comme ça sur toutes les courses, on va dire. Et à la fin de la période de Peugeot 908, on était avec Franck Montagny. Donc, lui faisait les départs et moi, je faisais les qualifs. On s'était réparti le travail comme ça, avec Nico Minassian aussi. Et j'ai enchaîné ça chez Toyota pendant 6 ans aussi. Je faisais souvent la qualif. Et ce sont des moments vraiment particuliers où on a la chance d'exploiter le maximum de puissance du moteur, la voiture très légère. On fait des chronos que l'on ne peut faire qu'à ce moment-là, en fait. J'ai même connu l'époque avec Oreca 2001-2002, où il y avait encore les pneus qualif aux 24 heures du Mans. C'est les pneus qui faisaient, il fallait le tour de formation, le tour out, on va dire, on devait rouler doucement pour arriver à faire le tour complet à bloc avec un grip incroyable, et on gagnait par rapport à un pneu normal chez Michelin, on gagnait 5 à 6 secondes, ce qui était juste incroyable. C'est énorme. C'est vrai, c'est juste impressionnant. Justement, c'était plus avec Pierre et Stéphane que je voulais voir ça. Votre meilleur moment au Mans, justement, c'est le départ, l'arrivée, la qualif, la nuit? Pierre, pour ma part, c'est toujours particulier. Après, c'est sûr que moi, j'aime beaucoup la nuit où on est tout seul, parce que ça arrive qu'on se retrouve un petit peu tout seul dans les Inaudières, et voilà, où il n'y a pas de voiture devant, pas de voiture derrière. Et ça, Stéphane qui a roulé en LMP1 beaucoup plus que moi pourra vous le confier, que c'est assez rare ces moments, et j'adore en fait. Voilà, on est un peu seul au milieu de la nuit, et ça, c'est vraiment particulier. Et dans les Inaudières, c'est encore très peu éclairé, donc voilà, il y a un sentiment particulier. Après, après chaque moment son fort. Forcément, l'arrivée quand on est dans la voiture, il est assez particulier parce qu'on est tout seul alors que tout le team est ensemble. Mais quand on partage avec le team, quand on partage un bon résultat, c'est aussi très très chouette, parce que c'est forcément une super aventure. Une super aventure d'équipe, et donc voilà, chaque moment sont très chouettes. Mais moi, ce que je retiens, c'est forcément la nuit. La nuit dans une Inaudière, c'est toujours un chouette moment. Aux alentours de 300 km/h, ça fait des beaux souvenirs. Pierre, toi, Signatec Alpine, c'est vraiment les meilleurs moments là, de cette période 24 heures du Mans, notamment deuxième, je crois. Oui, clairement, c'est vrai que c'est mes meilleurs moments. Après aussi, il y a eu en 2008 ma deuxième participation. On fait troisième en LMP2. Alors bon, c'était une autre époque, j'ai envie de dire. Ça roulait. On était encore dans l'époque où il fallait en LMP2 en tout cas finir pour espérer une bonne place. Aujourd'hui, il faut vraiment rouler très très fort pour espérer une bonne place. Après, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, pour moi, Signatec Alpine, c'est un team le plus professionnel que je rencontre. On est vraiment chouchouté, on est mis dans de très bonnes conditions pour bien rouler, pour faire de bons résultats et de se donner vraiment à 100% à notre job de pilote. Et donc ça c'est vraiment chouette. Allez, je rebondis très rapidement. Alpine, justement, le retour en rallye, dis-nous-en un petit mot. Est-ce que tu as eu l'occasion de tester, toi, cette nouvelle RGT d'Alpine? Yeah. Oui, j'ai fait une séance de développement. Alors j'ai poussé Philippe Sinaud et Lionel Chevalier, donc les deux associés de chez Signature Signatec, pour qui sont occupés du développement de la GT de la GT4, ensuite donc de la GT. Je les ai poussés à venir en rallye forcément, et j'ai pu faire une journée de développement sur l'ABS. On a énormément travaillé avec un ingénieur de chez Bosch Motorsport pour développer l'ABS. J'ai vu d'ailleurs que Cédric Robert avait roulé avec au Touquet et a roulé avec l'ABS en plus de l'antipatinage. Donc plutôt content que ça ait servi, et c'est franchement une voiture que j'ai découvert dans des conditions assez délicates, donc je savais pas forcément à quoi m'attendre, parce que une propulsion rallye, c'était un petit peu nouveau, en tout cas pour moi. Nicolas est le spécialiste en la matière, je pense, mais c'est un petit peu nouveau pour moi. Mais clairement, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai trouvé la voiture très facile, en tout cas de prise en main. Après, je pense que comme toutes les voitures, pour aller vite, ça sera autre chose. Mais bon, je pense que, en tout cas, en championnat de France, pour l'instant, elles sont très bien conduites. Donc, on pourra vite voir de super performances, même si on a déjà eu de belles choses au Touquet au vu des conditions. Donc, non, franchement, c'est une super réussite. C'est particulier. Alors, certes, c'est un moteur turbo, donc ça fait pas un bruit auquel on est habitué. Mais bon, aujourd'hui, toutes les voitures modernes sont un petit peu comme ça. Donc, il va falloir faire avec.
J'en profite pour vous donner rendez-vous lundi 4 mai. On aura le patron, justement, M. Sino de chez Alpine, en invité sur Confine Live. Ben, en fait, j'enchaîne avec Nico. Alors, Nico, toi aussi, tu as fait une séance d'essai avec cette Alpine. Dis-nous-en un petit mot très rapidement. Tu as connu évidemment la Barth, la propulsion, les voitures de catégorie semblable. Dis-nous-en un petit mot de cette Alpine RGT. Ouais, j'ai eu la chance de l'essayer au col de Blaine, sous la pluie majoritairement, dans la journée. C'était vraiment assez impressionnant, j'étais assez surpris, la voiture est vraiment efficace. Ce qui m'a le plus impressionné, je crois que c'est la différence entre le moment où c'était pratiquement sec et le moment où c'était mouillé. On n'a quasiment rien touché en réglage et en chrono, on a juste adapté. En chrono, on a même été plus vite sous la pluie, donc c'était assez impressionnant. Bon, même s'il y avait beaucoup de grippe au sol, c'était quand même assez impressionnant. Et il y a aussi l'aéro que j'ai ressenti. C'est la première fois que j'en ressentais sur une voiture de rallye. Donc non, la voiture est vraiment très bien. La procédure de départ aussi est vraiment très efficace. Non, la voiture est vraiment très bien et facile. Ça se rapproche un peu d'une R5 en comportement. Je trouve que ça se rapproche plus d'une R5 que d'une GT. Ouais. Steph, toi, alors on a vu Cédric Robert, François Delcourt, avec l'âge que tu as, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Ou as-tu eu l'occasion de l'essayer d'ailleurs, cette Alpine? Non, je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer. T'es nostalgique d'Alpine de l'époque et forcément de son retour? Non, c'est une bonne chose qu'Alpine revienne dans de bonnes conditions avec Signatec qui a une grosse expérience circuit en fait, et de les voir dans les stands, on va dire, sur la partie rallye, ça fait plaisir. Après, c'est une belle auto et c'est bien de continuer comme ça à faire rouler des Alpines, c'est une très bonne chose. C'est bien aussi pour la catégorie GT, je pense, parce qu'avant, je pense qu'avec la Fiat, ils étaient un peu seuls. Mais je suis plus branché R5 et 4 roues que les GT. Ok, allez, c'est le moment. Manu, je vais te redonner la parole juste après, mais on va passer sur un petit moment décalé très rapidement, mais on va rester sur un format 24 heures. Donc en fait, on a 3 invités. On va faire 24 heures avant le confinement, 24 heures pendant le confinement, 24 heures après. Et je commence par toi, Steph. Donc avant le confinement, 24 heures avec toi, c'est quoi? Le petit déjeuner, par exemple, il y a quoi? Petit déjeuner, c'est très rapide pour moi. Café, céréales, biscottes, confiture, et puis c'est parti pour donc ou aller au pôle mécanique, rejoindre l'équipe et travailler une bonne partie de la journée. J'essaie de rouler en kart 1 à 2 fois par semaine. C'est ta séance de sport ou tu as une salle de sport aussi pour entraîner? Ouais, j'ai une salle de sport, une salle de muscu à la maison où je fais pas mal mais je suis pas très salle de sport en général, hein. Je préfère être à l'extérieur, donc je fais pas mal de muscu spécifiques en fait. Donc je travaille le cou, pas mal de pompes, d'abdos et de gainage. Et sinon je fais ça sur la moto de trial, un peu comme Nico avec qui j'avais fait du trial. J'essaie de faire pas mal de motos. Je trouve que c'est très complet le trial. Un petit peu de natation entre midi et 2 à Alès. Et après je rentre à la maison fin de journée, m'occuper des petits. Et puis rien de particulier. J'ai tendance à me coucher plutôt très tôt, on va dire, et me lever très tôt. Voilà. La question, c'était t'étais du matin, du soir. Et les simulateurs, c'est quelque chose que tu pratiques? La simu, j'en fais beaucoup pour la Formule 1. Ouais. Donc, je fais quand même beaucoup de journées dans l'année. Simu de très haut niveau, de très bon niveau. À la maison, je ne suis pas vraiment équipé. Pablo a un simu, mais Xbox, un volant sympa. Donc, je roule avec lui, mais j'ai plutôt tendance à rouler que pour la Formule I sur le simu. J'ai eu beaucoup joué, mais pas en ce moment. Ok. Le soir, quand tu te poses dans ton canapé, alors déjà, est-ce que ça t'arrive? Et puis bon, c'est quoi? C'est plutôt film, reportage ou tu laisses couler comme ça vient? Ouais, j'ai du mal à me mettre dans le canapé, c'est très rare. Je passe plutôt de la table au lit et plutôt film et séries, comme beaucoup de gens maintenant, mais je suis plutôt Netflix et séries. Ouais. Ok. Et dans ces 24 heures, évidemment, le téléphone sonne combien de fois environ? Ah, alors ça, c'est un gros problème. Il sonne jusqu'à très tard le soir. Ouais. On va dire entre, je sais pas, 50, 100 coups de fil dans la journée. Je me suis amusé à compter récemment, c'est pour ça que je connais le chiffre. Mais on passe beaucoup de temps au téléphone et c'est vrai qu'à la maison, des fois, ça coince un peu le soir quand on est à table et que ça sonne et que je réponds. Ouais. On avait instauré une petite règle de ne pas prendre le téléphone lors du repas et j'ai du mal à respecter. Donc, okay.
En ce moment, c'est différent. C'est une autre forme de négociation, ça. Hein. Négociation de ta carrière, négociation à la maison. Mais bon, voilà, il faut négocier tout le temps. Ouais, exact. Nico, alors toi, on va parler de tes 24 heures durant le confinement. Alors, bon, allez rapidement dans ton petit déjeuner. Il y a quoi dans ton petit déjeuner le matin? Ouais, Nico, je ne sais pas si tu nous as entendu. Ouais, là ça marche, c'est ça? Ouais, bon ouais. Alors, ouais, dis-nous ton petit déj classique pendant le confinement là. En fait, depuis moins d'un an, je crois, je prends un genre de substitut de repas, Herbalife en fait. Donc c'est comme une protéine, mais c'est pas vraiment ça. Donc le matin, je prends ça dans un shaker maintenant. Ok, d'accord. Donc ta matinée se déroule comment là actuellement durant le confinement? Donc tu nous l'as dit un petit peu. Hein. Le matin, en général, je fais des simulateurs. Et ensuite, je fais du gainage ou des abdos. Et puis l'après-midi, en général, je fais, ça dépend. Je m'occupe un peu de mes animaux parce que j'en ai quand même quelques-uns. Et puis on peut faire pas mal en ce moment. Okay. Et puis après, le soir, en général, je vais faire du cardio autour de chez moi assez tard. Comme ça, il n'y a personne. Parce que sinon, on croise quand même pas mal de monde et c'est un peu chiant, donc j'y vais vers 20. Hier soir, j'y suis allé à 21h30 par exemple, et j'ai des escaliers, donc je fais des escaliers, ou alors j'ai une grande montée qui fait 150 mètres, donc je la fais plusieurs fois aussi par exemple, donc voilà. Ok, parfait, merci beaucoup. Bon, beaucoup de simulateurs, mais autrement, tu arrives à te divertir avec autre chose, la télé tout simplement, ou peut-être les réseaux sociaux, on ne sait pas. Ouais, un peu les réseaux sociaux et la télé. Moi, je regarde beaucoup de films en fait, mais des films que j'ai en DVD, donc je regarde plusieurs. C'est des films que j'ai vus peut-être des dizaines de fois et j'en regarde quasiment tous les jours. Et ça, c'est même quand on n'est pas en confinement, c'est le cas aussi. Bon, le film préféré alors, vas-y, dévoile-nous un petit secret. Ah, moi, mes films préférés, c'est c'est Jurassic Park. C'est la série des Jurassic Park. Donc, je les ai vus. Je sais pas, j'ai pas compté, mais c'est énorme, c'est colossal. J'ai pas compté, mais c'est vraiment. Autour de toi, tu as 4 dinosaures, donc tu dois être plutôt à l'aise là aujourd'hui. Voilà. Bon, Pierre, à toi. Alors, toi, c'est les 24 heures après le confinement. Donc, il va falloir extrapoler un petit peu. Alors, bon, ton petit-déj à partir du 11 mai, dis-nous ce que tu vas avoir au menu. Ouais, mon petit-déj est très rapide. Il est toujours très rapide parce que j'essaye de gagner chaque minute de sommeil. Donc, on va dire que le petit-déj, c'est plutôt un verre de jus d'orange vite fait pour partir, pour être à l'heure au bureau, enfin le plus tôt possible au bureau. Donc, on ouvre à 8h. Donc, voilà, l'objectif, ce sera d'essayer d'arriver pas dans les premiers, mais en tout cas au début de l'ouverture de la boutique vers 7h45. Et puis après, ça va être, je sais pas, entre de faire le tour de nos différents points de vente. Donc, on a 11 points de vente. Donc, ça va être de faire le tour peut-être sur les 15 premiers jours, de faire le tour des différents points de vente pour faire un peu un point avec des équipes et de voir comment ça se passe. De manger avec des clients le midi pour renouer des contacts et pour rencontrer des gens, voir ce qu'on peut faire, comment les aider, parce que je pense que ça va être un gros dossier, mais aussi avec des fournisseurs, de voir comment eux vont pouvoir nous aider. Ouais. Et puis de rentrer le soir, d'essayer de ne pas rentrer trop tard, vers 19h30, 20h. C'est aussi une négociation avec Julie, ma compagne, pour voir un petit peu ma fille avant qu'elle dorme. Mais bon, j'en profite beaucoup en ce moment, donc j'ai envie de dire que je prends de l'avance. Enfin, en tout cas, j'essaye. Et puis derrière, après, c'est d'essayer de me poser. J'ai envie de dire qu'une fois que la petite est couchée, c'est d'essayer de se poser un peu dans le canapé et de regarder des séries, un petit peu comme Stéphane, des séries comme ça permet d'essayer de pas aller se coucher trop tard pour pas attaquer un film qui dure 1h30 ou 2h, quoi. Okay. Et de rattaquer aussi plus sérieusement du sport, parce que si tout se passe bien le 15 août, on sera à Spa pour l'avant-dernière manche du championnat, donc pour de nouveau être aussi en forme. Ok, merci beaucoup d'avoir joué le jeu tous les trois. J'avais une question, peut-être qu'on aura le temps de la reposer après. Justement, dans ces 24 heures, ça finit forcément par aller se coucher et rêver. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez un rêve encore, Stéphane, toi? Est-ce que, dis-nous ton rêve aujourd'hui. Ouais, j'ai pas de rêve particulier. Ce que j'aime, c'est donner le maximum pour réussir, se remettre en question. Et ce que j'aime, c'est gagner. Quand je participe à une épreuve, c'est pour essayer de la gagner. Et quand mes pilotes roulent, c'est pour essayer de les faire progresser. Et donc
Bref, c'est continuer à prendre du plaisir, que ce soit au volant ou avec mon équipe, et puis bien sûr en famille. Ouais. Nico, un rêve en particulier que tu fais souvent? Non, pas de rêve en particulier. Après, évidemment, on en veut toujours plus, mais je pense que j'ai pas à me plaindre du programme que j'avais cette année. Donc, j'aimerais que tout, quand ça va recommencer, qu'il n'y ait pas de soucis et que tout se passe comme prévu, quoi, pour moi et puis pour tout le monde. Pierre, un petit rêve? Voilà, c'est compliqué, il y en a beaucoup. Le rêve, ouais, je pense que le premier rêve, ça serait que tout redémarre. J'ai envie de dire comme avant, avec les soucis d'avant. C'était des bons soucis en fait, parce que les soucis du moment sont un peu compliqués. Le sommeil du moment est compliqué. Et puis bon, bah voilà. Après, un rêve sportif, c'est forcément de gagner les 24 heures du Mans en LMP2 avec l'équipe Cinétech Alpine, mes coéquipiers Thomas Laurent et André Negrao. Mais bon, surtout, voilà, c'est que les soucis d'avant reviennent. Ok. Manu, on avait prévu une petite fenêtre souvenir rallye avec Stéphane Sarrazin. En effet, Stéphane, donc, tout à l'heure en présentation, on disait que Stéphane était le pilote éclectique par excellence, pilote officiel dans toutes les grandes disciplines, notamment en championnat du monde des rallyes avec la Subaru Impreza WRC. Je voulais revenir un peu avec toi sur cette période. Steph, quel souvenir tu gardes de cette période avec ProDrive en WRC? De bons souvenirs, ça a été une période sympa. Le problème, c'est que on m'a donné la chance, donc 2005-2006 avec un championnat du monde, avec le team officiel, avec Peter Solberg comme équipier. Mais je n'avais pas la saison complète. Et je pense que faire 6 rallyes par an pour prouver quand on est jeune, c'est pas la solution. Il faut essayer d'en faire un maximum. Et quand le constructeur donne la chance, il faudrait qu'il donne sur toute la saison, en tout cas européenne, si ça coûte trop cher d'aller loin, bien sûr. Mais, et là, c'était un peu mitigé. Mais j'ai pris quand même beaucoup de plaisir pendant 2 saisons complètes avec eux, sur mes programmes à chaque fois. Et quand Peugeot est venu me chercher, j'ai trouvé que c'était plus sérieux de rouler chez Peugeot avec le programme de 908 et faire quelques rallyes comme je l'ai fait avec eux. Mais la Subaru était une voiture qui a fait rêver beaucoup de monde et j'ai pris beaucoup de plaisir à la piloter. C'était pas simple, c'était assez compliqué à l'époque. Mais bon, on a fait des perfs très sympas. J'ai fait des 4e places, 5e places, 6e places, pas de podium. Mais j'ai d'excellents souvenirs, notamment en Catalogne en 2004 avec la Subaru privée. Quand j'ai fait un scratch sous la pluie, des 2e temps, 3e temps, j'avais fait 4 derrière Carlos Sainz et Marcus Gronholm. Bon, c'était sympa d'être avec tous ces gars-là. Il y avait vraiment un gros plateau à l'époque. Bien sûr, maintenant, il y a un gros plateau aussi, mais c'était une bonne période pour le rallye. Et j'avais un équipier, Peter Solberg, qui est très sympa. Et on est resté assez potes et voilà, on a passé de très bons moments ensemble. Donc, ouais, c'était assez magique pour moi de passer du circuit et de me retrouver pilote officiel en championnat du monde chez Subaru. C'était incroyable. Il y a des choses qui t'avaient choqué à l'époque entre le côté officiel en circuit et officiel en rallye. Des choses étaient différentes dans la préparation, dans le travail même. Le rallye, c'est quand même plus amateur que le circuit. J'ai eu la chance de rouler à F1, de rouler dans de très bonnes équipes de plus haut niveau. Bien sûr, récemment, la plus grande équipe au niveau technique, c'était Toyota en LMP1, parce que les moyens étaient colossaux. Le niveau d'ingé est incroyable. Comme en Formule I chez Nissan, c'est la folie. Mais en rallye, ça manquait un petit peu de développement en fait. On avait une journée de test avant chaque rallye. C'était trop peu, très peu. Je suis arrivé en Suède, je n'avais jamais roulé en WRC sur la neige et direct, j'étais un championnat du monde en Suède face à Peter Solberg qui gagne cette année-là. Et j'avais droit à une journée d'essai. Donc la veille, je suis monté avec lui, j'avais juste halluciné sur la vitesse à laquelle ça roulait sur la neige. Et donc voilà, c'était très particulier de me retrouver comme ça, lancé avec un jour d'essai seulement à chaque fois. Mais bon, c'est de bons souvenirs quand même et j'ai pris beaucoup de plaisir à rouler dans cette auto. Toi, justement, merci Steph. Toi, Pierre, tu es arrivé sur le rallye vraiment sur le tard, il y a 5-6 ans de mémoire. Ou un peu... Oui, c'est ça. Oui, comment tu as structuré cette arrivée en rallye? Est-ce que tu as mis l'exigence du circuit au rallye ou tu es arrivé en étant débutant à tous les niveaux, justement, pour avoir l'approche la plus simple? Ouais, non, je suis arrivé vraiment avec la volonté d'en faire un qui était
j'ai envie de dire, notre championnat du monde de Normandie, qui est la Côte-Fleurie. On va y revenir dans quelques minutes. Voilà, parce que voilà, tout gamin, je me rappelle aller voir ce rallye, aller voir Stéphane Pustelnik, mon voisin, remporter ce rallye-là, se battre pour et d'autres. Donc voilà, la volonté, c'était de courir un jour la Côte-Fleurie, parce que c'était le rallye à la maison et je me voyais pas en faire d'autres. Et puis voilà, l'occasion s'est fait avec Michel Clemenil, David Deslandes, de faire ça sur une Skoda ES2000. C'était pas du tout prévu. Je voulais commencer sur une petite voiture, une Clio R3, mais une traction. Et voilà, n'ayant jamais conduit de traction, on me l'a déconseillé. Donc j'ai cette opportunité-là qui s'est passée avec une Skoda S2000 qui m'a fait peur au début. Et puis bon, j'ai réussi à l'amadouer. Ça s'est d'ailleurs plutôt très bien passé. Donc j'ai eu la chance que c'était dans des conditions, on va dire, un peu sèches. Donc bon, ça m'a permis de garder 2-3 repères, de prendre un peu de trajectoire et du coup m'aider un petit peu. Après, forcément, avec la dégradation des routes sur le deuxième passage, c'était plus difficile. Mais voilà, ça s'est fait, j'ai envie de dire, pour un rallye. Pour tout vous dire, la première fois, étant donné que j'avais jamais pris de notes, c'était mon père qui avait fait forcément du rallye qui avait fait du rallye, plus jeune. En fait, moi j'écrivais les notes, lui il me les dictait. Et au deuxième passage, on inversait en fait. Donc je roule avec les notes de mon père. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé au début. Et pour que voilà, je me suis fait un système de notes par rapport au système de notes de mon père. Donc c'est ce qui était assez rigolo, parce que voilà, étant donné que j'avais jamais pris aucune note, et puis mon programme circuit s'étant allégé en 2014, on s'est inscrit au Lyon-Charbonnières. Et puis voilà, on a essayé de faire quelques rallyes comme ça. En fait, j'ai mis le pied dedans, et depuis, j'ai envie de dire, je l'ai pas retiré complètement. Alors il y a des années où on en fait plus que d'autres. Bon, cette année, on a une belle Polo R5 qui nous attend sur les tréteaux. J'espère qu'on pourra vite la ressortir. Ouais, c'est prévu. Pierre, alors, pardon, ouais, Manu, je te coupe justement. Bon, merci pour l'info pour l'Apollo. On avait compris que tu allais changer de monture. Mais moi, j'ai envie d'évoquer ton principal rival, c'est Eric Brunson. Alors, bon, c'est une bagarre qui est saine. Je crois que vous vous entendez quand même relativement bien. Mais c'est la bagarre à chaque fois que vous êtes là tous les deux. Tu as dû prendre une DS3 WRC pour le battre quand même. Oui, mais c'est vrai que voilà, Eric est devenu forcément j'ai envie de dire, sur notre championnat du monde en Normandie, il est devenu la référence. Voilà, et c'est lui aujourd'hui qui a le plus de victoires. Il a battu le record cette saison, et félicitations à lui, il le mérite amplement. Et c'est vrai que voilà, forcément, c'est l'homme à battre tous les ans. Donc depuis 2014, on avait fait des troisième places, des deuxièmes places. Et donc, à un moment, on a franchi le pas de louer une WRC. Voilà, la chance de pouvoir le faire. Donc, on s'est dit que c'était peut-être le bon moment de le faire, d'essayer de le faire une fois, pour aller jouer un peu plus, j'ai envie de dire, à armes égales. Après, mais bon, je pense que c'était bien d'avoir la chance de monter dans une WRC de ce niveau-là, préparée par PH Sport à l'époque, dans ces conditions-là. C'était top d'avoir pu le faire sur le rallye à la maison. J'ai envie de dire, sur les routes que je connais le mieux et que j'ai pu les mieux. Donc, avec Julien Pesanti, mon copilote, on a pris beaucoup de plaisir. C'était cool, mais bon, forcément, j'ai aussi l'envie avec mon team, d'essayer de gagner un jour en R5. J'espère qu'un jour, on sera la première R5 à gagner la Côte-Fleurie. Ça serait sympa. Bon, voilà. Peut-être en 2021. Okay, merci. Alors bon, tu l'as dit, on te verra avec l'Apollo. Et puis j'en profite, tu as nommé Stéphane Pustelnik, qui sera notre invité. Lui, en tant que premier vainqueur de Rallye Jeune, on va faire une émission sur le thème de Rallye Jeune et de son histoire. Je crois que c'est prévu pour jeudi. Donc Stéphane sera présent. Nico, toi aussi, on voulait très parler un petit peu de rallye. Tes campagnes en mondial avec la Fiesta R2 de l'époque, donc le championnat du monde junior. Tu as participé 2 fois. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, tu aurais-tu dû insister en faire une 3e pour avoir ce titre, pour éventuellement déclencher d'autres choses? Alors, on sait aussi que l'arrivée de Ogier chez Ford t'a un petit peu pénalisé, puisque le programme jeune a été mis un peu de côté. Un peu plus tard, avec Hyundai, Eric Camilli nous l'a rappelé, c'est l'UB qui est arrivé, donc là aussi. Mais voilà, on revient très rapidement sur cette période R2J. Si tu veux bien, est-ce que ce titre de champion du monde junior, c'est pas un truc qui te manque là?
Je pense pas. Comme tu dis, voilà, c'est vrai que le fait qu'Ogier soit arrivé chez M-Sport, ça m'a pas aidé pour que Malcolm me garde. Ça n'a pas aidé Eric non plus d'ailleurs. Ouais. Mais bon, on peut pas lutter hein, contre Chubb. Donc, dans le contrat, il fallait que je sois champion du monde pour que ça continue. Enfin là, en tout cas, si j'avais été champion du monde, ça aurait continué de sûr. Si j'étais pas champion du monde, c'était à son appréciation à lui. Donc bon, vous avez la réponse. Et oui, il voulait que je fasse une 3e année, mais non, je suis pas sûr que ça aurait peut-être pas été une mauvaise solution non plus, mais est-ce que c'était forcément mieux? Je sais pas. Du coup, je suis allé rouler chez Steph à la place. Et comme tu dis, voilà, on devait rouler en tant que pilote officiel Hyundai en 2019. Et puis ça s'est pas fait non plus finalement. Ok. Merci beaucoup. Justement, ça permet de rebondir. Stéphane, on avait promis qu'on allait parler du Sarrazin Motorsport. Donc toi, c'est un nouveau... Bon, maintenant, on en est à la 3e année, je pense, mais c'est un nouveau job, une nouvelle approche, responsable de team, d'avoir eu Nicolas avec toi et par exemple les 2 programmes 208 Rally Cup que tu emportes avec des jeunes plutôt prometteurs. Parle-nous de Sarrazin Motorsport aujourd'hui. Alors, tu as des mécanos en chômage ou pas? Parle-nous un petit peu de la situation au moment présent et puis un petit peu comme Sarrazin Motorsport. Oui, en fait, c'est la 3e saison pour l'équipe. Donc voilà, on a un petit peu plus d'expérience à chaque fois. On a eu Est-ce qu'il manque la petite question qui gratte? Il manque cette petite victoire en championnat de France, là, tu cours vraiment après? La petite victoire en championnat de France pour le team, tu parles? Oui, que tu n'as pas encore, voilà. Ça que je voulais oui, exactement. Ouais, on a eu la chance de gagner 2 années d'affilée la Coupe 208 avec Johan Rossel en 2018 et JB Franceschi. Donc ça, c'est vraiment pour moi un aboutissement pour des jeunes qui se lancent. Ça a permis de relancer un petit peu leur carrière. Donc ça, j'en suis très très fier. Et en fait, moi, j'ai fait l'équipe pour transmettre mon expérience. Arriver à justement faire profiter à ces jeunes pilotes qui ont un petit peu moins d'approche technique en rallye qu'en circuit, et essayer de leur transmettre tout ce que moi j'ai pu apprendre à travers mes expériences. Et je m'éclate vraiment à faire ça, que ce soit avec les jeunes ou les moins jeunes, parce que j'ai quand même des gentlemen drivers aussi qui sont là, des pilotes, chefs d'entreprise qui roulent à un très bon niveau, mais qui ont envie de progresser. Et même avec Nico, en 2018, on a passé de très bons moments sur le kart ou même en séance d'essai. Et j'essaie aussi de leur apporter l'approche avec des réglages, en fait, de leur expliquer les bases avec les ingés que l'on a au team. Et voilà, donc les perspectives étaient plutôt bonnes pour 2020. Bon, là, c'est stand-by et on va essayer de reprendre quand ça reprendra. Mais on a pas mal de pilotes en R5 qui roulent. Et cette année, je n'ai qu'une 208 normalement avec Loïc Mattei, et c'est pas encore défini. Donc, Damien Mattei, pardon. Et on a 2 programmes R5 avec sur la terre 4 voitures, 2 autos aussi. Donc Ludogan sur l'asphalte avec Quentin Giordano. Sur la terre, nous avons Brice Tirabassi, qui est revenu d'une année difficile pour lui parce qu'il a eu des soucis de santé. Michel Raoult, qui continue, qui a fait un podium au Rallye Vaucluse. Nous a rejoint Jean-Marc Manzagol avec une R5 aussi, que l'on va essayer de faire progresser. Et FX Blanc qui va rouler aussi avec nous sur quelques courses. Ouais, quelques beaux favoris sur la terre. Hein. Ouais. Tout à fait. Mais c'est pas simple de passer de pilote à chef d'entreprise, c'est compliqué. Ouais. Être là tous les jours, s'occuper des mécanos, j'ai une 12aine de personnes. On essaie d'avancer, de progresser, de comprendre, mais il y a beaucoup de nouveaux paramètres à gérer. Donc voilà, j'ai eu quand même quelques bons conseils de gens de confiance comme Hugues de Chonac, qui m'a pas mal orienté au tout début, qui m'a bien aidé, et d'autres personnes à qui je fais confiance, des chefs d'entreprise. Et voilà, j'essaie d'avancer sérieusement, sereinement et ne pas brûler les étapes. Ouais, et puis j'ai envie de noter que tu es aussi quelqu'un qui est présent, tu viens sur les courses évidemment quand tu peux, mais c'est à noter quand même hein, pour un patron de team d'être aussi proche de tes clients ou de tes pilotes, je trouve ça
particulièrement bien pour tout le monde. Et puis, on est content de te voir, quoi, tout simplement. Manu, mon but, c'est d'accompagner les pilotes de la séance d'essai jusqu'au rallye. Et je leur dis toujours, il faut se mettre en mode pilote. Parce que les pilotes de rallye roulent quand même très peu. Et donc, j'essaie de les faire venir quelques jours avant la séance d'essai. On fait du kart ou on roule sur la terre à l'école de pilotage. Et en fait, vraiment qu'ils soient en mode pilote, concentrés sur le pilotage et sur le week-end qui les attend. Parce qu'ils sont souvent la tête dans l'entreprise ou dans autre chose. Et si on veut être perfo sur le week-end du rallye, c'est pas qu'arriver avec le casque sur le rallye, c'est toute une préparation avant, en amont. Donc j'essaie, quand je suis pas moi au volant, j'essaie d'être avec eux toute la semaine. Ok, une petite expérience, je crois que tu as aidé aussi sur un projet RX. Ça, le rallycross, c'est quelque chose, tu as envie d'emmener Sarrazin Motorsport là-dedans ou peut-être toi personnellement? Ouais, j'ai eu des propositions l'année dernière pour faire du rallycross, mais le championnat n'était pas, c'était pas vraiment abouti, donc j'ai préféré renoncer. J'ai testé de grosses voitures, et puis nous l'année dernière on a conçu une voiture, donc ça a été très compliqué pour le team. Beaucoup de travail et un aboutissement parce que la voiture est pilotée par Patrick Guillaume. C'est lui qui nous a acheté la voiture. Il a fait de très bons résultats, demi-finale en championnat d'Europe, en championnat de France. Il a roulé très fort aussi. C'est un gentleman driver qui se fait plaisir mais qui roule très vite. Mais pour nous, ça a été intéressant de partir d'une caisse R5 en fait, de monter une auto pour le rallycross. C'était une Hyundai, on le rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi. J'ai roulé avec cette auto en test et ça pousse très fort. C'est une belle catégorie, belle discipline. Mais pour l'instant, je n'ai fait que cette auto et on va en rester là. On verra si nous avons des demandes. Ok. Pierre, toi, le RX, ton team est champion du monde, il me semble. C'est quelque chose auquel tu as envie de goûter? Oui, c'est vrai qu'on exploitait depuis la saison dernière, on a fait la partie technique du Team Hansen. Donc les gars sont champions du monde. Donc je suis très content pour eux, en particulier pour Romain, ils sont mis franchement tous à fond dans ce championnat et ils ont mis beaucoup d'énergie là-dedans et ça fait très très plaisir pour tous les gars. Après d'essayer, forcément il y a des envies. Après on peut pas tout faire. J'ai déjà beaucoup de chance, j'en fais déjà beaucoup, mais voilà, pourquoi pas un jour participer. J'avais beaucoup d'a priori sur le rallycross. J'ai découvert alors dans la meilleure des façons, je pense à l'OEAC en 2018. Où déjà on travaillait sur une des voitures pour Peugeot Sport, on sous-traitait déjà une voiture pour Peugeot Sport, donc j'ai découvert dans de bonnes conditions, en tout cas de l'intérieur, cette catégorie, cette discipline, qui est une très chouette catégorie. Je trouve que il y a vraiment de la technique, les voitures ont l'air d'être tout simplement magnifiques à piloter. Alors c'est très court, mais c'est vraiment particulier. Il y a vraiment en plus une communion avec les spectateurs parce que le spectateur voit quasiment tout avec des départs très réguliers, avec aussi un peu de contact, donc qui rappelle les courses de circuit où on peut se toucher, et ça aujourd'hui avec nos voitures, en tout cas en proto, c'est impossible. Oui, j'aimerais bien. Après on peut pas tout faire, mais pourquoi pas un jour essayer, c'est clair. Ok, Manu, je te laisse reprendre la main, on t'a pas oublié. Non, pas de souci, moi j'écoute avec passion tout ce que nos pilotes peuvent nous raconter. Je voulais revenir un petit peu avec Nico sur son choix de carrière qui s'est lancé très très vite à l'international. Pourquoi cette volonté de partir très vite sur les épreuves internationales et voilà ce choix-là? Qu'est-ce qui t'avait motivé? En fait, c'est pas forcément ma volonté à moi. C'est que quand j'ai eu le contrat avec M-Sport, Malcolm m'a dit voilà, tu fais 2 ans de DMAC Trophy. Alors la première année c'était le DMAC Trophy, la deuxième année c'était devenu le JWRC. Donc j'avais pas trop le choix. Et puis pourquoi j'aurais refusé de toute façon. Donc sinon j'aurais fait comme tout le monde ou presque tout le monde un programme classique, je pense, avec une formule de promotion en France. Mais non, je trouve que finalement c'était quand même un très bon choix parce que au moins j'apprenais les routes du championnat du monde, j'apprenais le niveau aussi parce que malgré tout il y a quand même un très bon niveau, et puis voilà, on découvrait la terre, l'asphalte, tous les rallyes championnat du monde, et c'était quand même vraiment très agréable, vraiment pas, au contraire. Aujourd'hui, l'expérience acquise en R5, tu as testé les différentes R5, pas mal de R5 en WRC 3. Aujourd'hui, quel est le potentiel selon toi d'une R5 comme la C3, avec la voiture avec laquelle tu roules cette année? Quel potentiel as-tu réellement
a-t-elle réellement, pardon? Bah, moi, c'est vrai que j'ai roulé avec beaucoup de R5. Alors, j'ai pas essayé la dernière Ford, j'ai pas essayé la Hyundai avec les dernières Evo, etc. Mais bon, j'ai roulé avec la Polo qui est quand même, je pense, une des meilleures. Donc, non, la C3 est très bien. Il paraît que sur la terre, elle est encore mieux. J'ai pas encore essayé. Mais la C3 a un super moteur avec beaucoup de couple, vraiment beaucoup de couple. Donc, la C3, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ouais. C'est vraiment pas mal. Il y a des choses qui me gênent encore un petit peu et je suis pas encore complètement adapté sur tout, mais il y a des choses que je préfère sur la Polo et des choses que je préfère sur la C3. Donc non, au global, elle est vraiment très bien et il paraît que sur la terre, c'est vraiment bien. Ok. Très bien, on a passé 1h10 ensemble, le temps passe vite. Alors je dis pas qu'on aurait pu passer 24 heures ensemble, mais même si je suis presque convaincu que chacun avait encore plein d'anecdotes à nous raconter. Merci beaucoup à tous les trois. On vous souhaite une bonne suite de confinement. Vos programmes, on sait qu'ils vont être chargés. Merci Steph de nous avoir donné un peu de ton temps si précieux. Idem pour Pierre en direct de son travail. Et Nico au bord de sa piscine. Voilà, merci à tous. On vous donne rendez-vous dès 11h merci à tous. pour le rallye cross. Non, peut-être que c'est du rallye demain, je ne sais plus, je m'emporte. Mais en tout cas, on a vécu agréable avec tous les trois. Merci beaucoup, salut à tous. Au revoir, merci.